Ok, donc Rabelais. Alors, Rabelais, extrait, citation. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Connu pour ses écrits humoristiques et satiriques, ça on le sait. À chaque fois que je vois le Figaro, ça me trigger tellement. Genre, et surtout pour des citations d'auteurs qui seraient clairement contre le Figaro, mais bref. Alors, Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est genre sa phrase phare de Gargantua, qui en gros veut dire ça sert à rien d'apprendre par cœur, il faut mieux une tête bien faite qu'une tête bien remplie de rien du tout, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une de ses citations les plus connues, tout le monde est en mode waouh, mais quel génie et tout d'avoir dit ça. Mais aujourd'hui, on demande encore aux gens d'apprendre par cœur des trucs. Alors, là on a des citations, mais j'aurais bien aimé des extraits. Extrait de Gargantua, extrait et passage, ça parfait. Alors, toute cloche clochable clochant dans un clocher en clochant fait clocher par le clochatif ceux qui clochent clochablement. Petite vibe de un chasseur chassant chassé. Chassant chassé. Ah, ça c'est l'intro de... J'allais dire Pantagruel, mais non, Gargantua. Au lecteur, ami lecteur qui se livre, lisez. Dépouillez-vous de toute affection, et le lisant ne vous scandalisez. Il ne contient mal ni infection. Vrai est qu'ici peu de perfection. Vous apprendrez sinon en cas de rire. Autre argument, ne peut mon cœur élire. Voyant le deuil qui vous mine et consomme, mieux est de rire que de larmes et écrire. Pour ce que rire est le propre de l'homme. C'est très très vieux. Parce que, attends, je veux pas dire de la merde, mais dans mon esprit, Rabelais, c'est genre 16e siècle. Allez, c'est ça. Non, si. Non, à 15e. Oh, encore pire. Un 15e. Non? Ah non, non, je dis de la merde. Je croyais que c'était sa naissance et sa mort. Ah, mais si. Non, mais attends. Ah, ok, non. Naissance... Ok, 484. J'étais en mode... J'ai cru que c'était naissance et mort. J'étais en mode... Il avait 11 ans. Mais lui, il n'a pas 11 ans. Donc non, mort 500. Donc 16e plutôt. Moi qui ai commencé à écrire à 6 ans. Donc j'avais raison. Et du coup, le problème du 16e, c'est que c'est loin. C'est loin, et du coup, c'est pas le plus compréhensible. Alors... Nous faisons toujours ce qui est défendu et convoitons ce qui nous est refusé. On lui enseignait un grand docteur sophiste nommé Maître Tubal Holoferne qui lui apprit son alphabet si bien qu'il le disait par cœur à l'envers et cela lui prit 5 ans et 3 mois. C'est très pince sans rire. Le temps mûrit toutes choses, par le temps toutes choses viennent en évidence, le temps est père de la vérité. Ainsi sont toutes femmes. Tout homme marié est en danger d'être cocu. Cocuage est naturellement des apanages du mariage. Lever matin n'est point bonheur. Boire matin est le meilleur. Ah oui. Il était grave en mode. On se réveille pas tôt, mais putain on picole. L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant. Putain mais c'est lui qui a dit ça? Attends mais quelle goutte. N'est pas cocu qui veut. Si tu l'es, ta femme sera belle, tu seras bien traité d'elle, tu auras beaucoup d'amis, ton bien s'accroîtra. Il avait un problème sur l'idée d'être cocu, quoi. Tadadam. Rire est le propre de l'homme, c'est vrai. Tu vois ta pierre à qui peut t'attendre. Ah, et non pas à qui sait t'attendre. Le jus de la vigne clarifie l'esprit et l'entendement. En gros, bourrez-vous la gueule. Il y a plus de vieux ivrognes que de vieux médecins. Ah ah, ça fait réfléchir. Celui-là qui veut péter plus haut qu'il n'a le cul doit d'abord se faire un trou dans le dos. Ok, il est un peu marrant. On va lui accorder ça. Donc, il est un peu marrant.
Ensuite, sa vie, sa biographie. Mais il avait une biographie de baiser. Zut. Oh, pardon. Peut-être le résumé va être suffisant. Ecclésiastique anticlérical, considéré comme certain par un libre penseur et un médecin ayant l'image d'un bon vivant. Les multiples facettes de sa personnalité sont parfois contradictoires. Tu m'étonnes. Pris dans la tourmente religieuse et politique de la Réforme, Rabelais se montre à la fois sensible et critique vis-à-vis des grandes questions de son temps. Alors, admirateur d'Érasme, maniant la parodie et la satire, il lutte en faveur de la tolérance, de la paix, d'une foi évangélique et du retour de savoir de l'Antiquité gréco-romaine, par-delà ces ténèbres gothiques, qui caractérisent selon lui le Moyen-Âge. Il s'en prend aux abus des princes et des hommes d'église et leur oppose d'une part la pensée humaniste évangélique, d'autre part la culture populaire paillarde rigolarde, marquée par le goût du vin et des jeux, manifestant ainsi une foi chrétienne humble et ouverte, loin de toute pesanteur ecclésiastique. Ça m'a l'air d'être quand même un peu un petit goth, hein. Son réquisitoire à l'encontre des théologiens de la Sorbonne et ses expressions crues, parfois obscènes, lui attirent les foudres de la censure des autorités religieuses. Il partage avec le protestantisme la critique de la scolastique et du monarchisme, mais le réformateur s'en prend également, mais Jean Calvin s'en prend également à lui, ok. Alors, biographie. De la campagne tourangelle. Il vient de Tours, enfin de la campagne de Tours. Tours existait déjà. Qui l'eût cru? Est-ce que c'est la mairie de Seuilly? Oui, il vient de la campagne, quoi. Non. Alors, non. Oh, intéressant. En fait, pas intéressant dans la vie de Rabelais, on s'en fout, mais c'est juste qu'elle utilise le terme adolescent qui revient un peu à la mode aujourd'hui. Et c'est marrant, quoi. Ok, donc on sait pas trop quand il est né. C'est un bourgeois, donc il a un enseignement médiéval. Attends, quoi? J'ai lu la dernière phrase et c'est allé beaucoup trop vite l'évolution, quoi. Il réussit à obtenir l'ordre des bénédictins, d'accord, donc il s'engage religieusement. Il devient secrétaire. Ensuite, il abandonne l'habit de moine alors qu'il n'a pas le droit. Il fait une apostasie. Il va à Paris, commence des études de médecine et a une liaison amoureuse avec une veuve et devient père de 2 enfants illégitimes. Putain, mais ça va vite à l'époque, hein. Vocation de médecin et premières heures littéraires, ok. Donc, en vrai, il est médecin et apparemment ça a l'air d'être un banger en tant que médecin vu qu'il apporte des innovations majeures. Il s'inscrit à la faculté de médecine de Montpellier. Attends, mais pourquoi Montpellier? Où il est reçu bachelier 6 semaines après. Le baccalauréat correspond alors au premier grade universitaire, suppose généralement plusieurs années de formation, ok. Donc comme il obtient très vite, il suppose que c'est parce qu'il était déjà... il l'avait déjà préparé, quoi. Ok. Il étudie globalement. Ensuite, il s'installe à Lyon. Putain, mais il a bossé il a bougé de fou, quoi. Il a fait Paris, il a fait Tours, Paris, Montpellier, Lyon. Qu'il se nomme Mirlingue la Brumeuse. Oh, pas fou comme nom. Il acquiert une solide notoriété dans son domaine. Donc, ok. Et en même temps, il écrit des trucs à côté. Au début, il écrit des trucs, du coup, un peu en lien avec des médecins, avec la médecine. Et ensuite, ok, Pantagruel, donc son premier gros roman où c'est genre de l'humour. Et en même temps, j'apprends des choses aux gens. Ok. Et en gros, il utilise un pseudonyme. Il utilise un pseudonyme pour publier Pantagruel et Gargantua pour éviter que ses écrits sérieux soient confondus avec ses écrits pas sérieux. Intéressant en vrai. Intéressant. Ok.
Alors, attends, mais il y avait son vrai nom? François Rabelais, portrait anonyme de Rabelais. Ah, mais c'est pas son pseudo Rabelais? Personne liée, mouvement, ordre religieux. Attends, mais ils disent pas c'était quoi son pseudo? Ah, Alcofribas Nazier. D'accord. Donc c'est ça son pseudonyme. J'aurais dit que Rabelais c'était son pseudonyme, mais non. Alors il rencontre Jean du Bellay, mais on sait pas trop quand. Et il va à Rome. Putain, mais ça voyage. Donc il part brusquement de Lyon et ne laisse aucune trace suite à l'affaire des placards. Qu'est-ce que c'est que l'affaire des placards? L'affaire des placards... d'un épisode de l'histoire de France provoqué par le placardage clandestin d'un texte anticatholique sur les murs des lieux publics à Paris et dans plusieurs villes de province pendant la nuit du 17 au 18 octobre. Elle constitue la première manifestation d'hostilité entre protestants et catholiques en France. Ok, mais oui, ça me dit quelque chose. Donc du coup, c'est la fin de... Enfin, ça marque le début des hostilités, quoi, et en tant qu'évangélique, il se dit c'est l'occasion de se barrer. Ok, non. Alors, il redevient moine. Là, il exile en Italie. Censure et dernière pérégrination, ok. Ok, il fuit la France en 46. Ah oui. Les théologiens de la Sorbonne le condamnent pour hérésie après avoir, pour l'impression de tire-livres, ainsi que ces deux précédents livres qui ont aussi été censurés. Et du coup, il quitte la France. Il se reterre à Metz, qui n'est pas la France à l'époque. Ok, voilà. Et 548, non, les derniers écrits. Oh, le roi lui donne un privilège d'édition, donc tout va mieux. Dans la même période, le contrôle s'accentue sur l'imprimerie avec l'édit de Chateaubriand dont une clause impose que chaque librairie détienne une copie du catalogue des livres interdits par la Sorbonne. C'est très étrange. Ah, ok, non, une copie du catalogue des livres interdits, pas une copie de chaque livre du catalogue interdit, effectivement. Il figure les 3 premiers romans rabelaisiens. La condamnation par l'université n'empêche pas la circulation d'ouvrages bénéficiant d'un privilège royal. Ok. La Sorbonne, elle a fait, on veut pas lire ça. Et le roi, il a fait, ouais, mais moi j'aime bien. Ok. Il meurt à Paris, où se donne la mort. Il y a un testament burlesque, je n'ai rien, je ne dois beaucoup, je donne le reste aux pauvres. Ok. Ou cette déclaration apocryphe, tirez le rideau, la farce est jouée. Il est enterré dans le cimetière de l'église Saint-Paul de Paris au pied d'un grand arbre. Ok. Ah mais en fait la plupart de sa page Wikipédia c'est l'œuvre, c'est pas lui. Du coup ça va, c'est good. Ok. Ok, putain. Ah je l'aurais speedrun lui. Physiquement, qu'est-ce qu'on en pense? Oh. Je pense pas. Bah, il a l'air sympa, il a un chapeau marrant, mais en dehors de ça, c'est pas ouf, quoi. Rabelais, j'ai envie de le mettre en... J'hésite entre c'est pas mal et c'est bien. Genre, tout contexte confondu, il écrivait quand même... Enfin, c'est fun à lire, même aujourd'hui. Alors, j'imagine qu'à l'époque, c'était genre giga drôle. Et il était clairement woke sur plein de sujets, vu qu'il était en mode... il se foutait H24 de la gueule de l'église et tout ça. Donc, il était vraiment pas mal niveau
Ah, wokisme. C'est terrible à dire. Non, il était ok sur plein de sujets politiques. Et notamment sur le fait qu'il a quitté l'église parce qu'il trouvait que c'était trop restrictif, qu'il a continué à la critiquer même lorsque c'était la merde. Hello. On est sur Rabelais, qui est dans ses biens, qui vient d'arriver dans ses biens. Et il a quand même fait des études de médecine. Il a fait des études de médecine, donc il était médecin et il était quand même en mode mieux vaut boire le matin que se lever tôt, quoi. Il avait l'air d'être un bon vivant, quoi. On se marrait bien avec Rabelais. Genre, on va dire, c'est entre le c'est bien et c'est pas mal. Pour l'instant, je le mets là. Hein. On verra après. Ok, putain, c'était rapide, Rabelais. C'était très très vite fait. Alors, qui est cette personne avec son long nez? Alors. Jean de La Fontaine, putain, je reconnais pas Jean de La Fontaine, quoi. C'est un peu la honte. C'est un petit peu la honte. En même temps, on le voit pas souvent en photo, quoi. Jean de La Fontaine. Alors, Jean de La Fontaine, citation et extrait. Mais après, a-t-on vraiment besoin de citations et d'extraits de Jean de La Fontaine? Je veux dire, y a-t-il un auteur dont on connaît mieux les citations et les histoires? Gros doute, quoi. Alors, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, oui. Ah, la plus belle victoire est de vaincre son cœur, ça je ne la connaissais pas. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. Hey. Ça serait pas mal vu la situation politique actuelle. En vrai, je serais tenté de découvrir une nouvelle fable. Genre, une fable que je ne connais pas là, que j'ai pas lu. Les fables, nanana, genre, allez. Il faut une qui me motive là, que je me dise celle-là, elle me parle. Putain, mais il y en a plein sur. Attends, mais il a fait tous les animaux. Le voleur et l'âne, le vieillard et les trois jeunes hommes. Ok, faut que j'en fasse une au pif. Genre... Putain, mais la poule aux œufs d'or par exemple. Attends. En fait, je connais pas l'histoire de la poule aux œufs d'or. L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour le témoigner que celui dont la poule est ce que dit la fable fondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches? Non, en fait, je me rends compte que je la connaissais. Ah, la Marie, la femme et le voleur. Je reconnais ça. C'est la suite de Le Bon, la Brute et le 10. Putain, c'est quoi? Le Bon, la Brute et... Attends. Ça va rendre fou, ça. Et le truand. Et le truand. Ok. Wow, putain, c'est une histoire longue pour une fable. Alors, un mari fort amoureux de sa femme, bien qu'il fût jouissant, se croyait malheureux. Jamais œillade de la dame, propos flatteurs et gracieux, mots d'amitié ni doux sourire. Déifiant le pauvre sire, n'avait fait soupçonner qu'il fût vraiment chéri. Je le crois, c'était un mari. Il ne tient point à l'hyménée, que content de sa destinée, il n'en remercia les dieux. Mais quoi, si la mort n'assaisonne les plaisirs que l'hymen nous donne, je ne vois pas qu'on en soit mieux. Notre épouse étant donc de la sorte bâtie, et ayant caressé son mari de sa vie, il en faisait sa plainte une nuit. Un voleur interrompit la doléance. La pauvre femme eut si grand peur qu'elle chercha quelque assurance entre les bras de son époux. Ami voleur, dit-il, sans toi, ce bien si doux me serait inconnu. Prends donc en récompense tout ce qui peut chez nous
À ta bienséance. Prends le logis aussi. Les voleurs ne sont pas gens honteux ni fort délicats. Celui-ci fit sa main. J'affaire de ce conte que la plus forte passion, c'est la peur, elle fait vaincre l'inversion. Et l'amour, quelquefois il la dompte. J'en ai pour preuve cet amant qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers les flammes. J'aime assez cet emportement, le comte m'en a plu toujours infiniment. Il est bien d'une âme espagnole et plus grande que folle. Je suis pas convaincu par cette fable. Je comprends pourquoi elle est pas si connue que ça. Ça fait très... Ouais, si ta femme t'aime pas, brûle ta maison. Enfin, non, c'est... Bah, en fait, déjà, il y a toute la partie à la fin qui brûla sa maison pour embrasser sa dame, l'emportant à travers les flammes. Genre, il s'est suicidé d'amour, mais il a tué sa femme avec. Très étrange. Après, peut-être que je suis juste nul et je comprends pas la fable. Mais je suis moyen convaincu. On préférait les autres. Ok. Bon. Jean de La Fontaine, on va dire que c'est quand même très ok tiers en termes de lecture. Enfin voilà, ça se met là quoi. Il est facile à lire, tout le monde le lit, il est accessible. Ok. Alors, Jean de La Fontaine, 17ème. Putain, c'est marrant, je le voyais plus vieux. Au pif, j'aurais dit 16ème. Ok. Alors, je vérifie juste à quel point sa page Wikipédia. Ok, donc ça va. C'est pas si long. C'est juste qu'il y a toute une partie compte à la fin. Alors, c'est l'un des principaux représentants du classicisme français, outre ses fables et ses contes libertins. Ah oui, libertins. Qui ont établi sa célébrité dans les années 660. On lui doit divers poèmes, pièces de théâtre et livrets d'opéra qui confirment son opinion de moraliste. Elle est moraliste en règle générale, c'est pas une ambiance de fou. Mais bon. Il reste à l'écart de la cour royale, tu m'étonnes. Fréquente les salons parisiens. Ok, malgré des oppositions, il est reçu à l'Académie française. Mais en fait, quasiment tous les auteurs qu'on a fait depuis le début et qui ont été à l'Académie française, genre personne ne le voulait d'eux à l'Académie française. C'est une dinguerie comment l'Académie française, vraiment, ils ont pris que des gens qu'ils avaient pas envie de prendre et aujourd'hui ils sont en mode non mais on défend grave ces gens qu'on avait pas du tout envie de prendre et qu'on a condamnés à l'époque. Genre au secours. Il se range avec ses collègues Racine et Boileau dans le parti des anciens. Ah, intéressant. C'est en effet en s'inspirant des fabulistes gréco-latins et en particulier d'Ésope qu'il écrit les fables qui vont sa renommée. Ok. Mais quels sont tes avis? Ils sont ici d'une machine de marchand de roi-pied en voie d'anoblissement. Ok, donc un bourgeois qui s'apprêtait à être noble. Il passe ses premières années à Château-Thierry. Eh ben... Ah, je pensais que c'était dans un château, mais c'est juste une ville un peu nulle. Que personne ne connaît. Dans un département que personne connaît, l'Aisne, bon... Qui connaît, globalement, les Aisnois, qui sont sûrement pleins de haine d'ailleurs. Dans l'hôtel particulier de ses parents. Ah oui, il était pas dans un château, mais bon, c'est quand même une ambiance. Ok, il garde la maison, bref, il a des thunes, mais c'est normal à l'époque. On sait peu de choses sur ses études. Oui. En même temps, à l'époque, c'était pas trop regardé, mais mon master... Mais il renonce à l'état clérical. Ok, donc il a failli faire une carrière religieuse comme à peu près tous les auteurs du 15e et du 16e et après il a fait ah non. Études de droit à Paris, de toute façon t'avais que 2 études à l'époque, c'était médecin ou avocat. Ok, entre temps il a un mariage de complaisance avec une fille qui est apparemment une gamine. Le mari a 26 ans, la mariée en a 14 ans et demi. Ah c'est bien de préciser et demi, ça va alors. La Fontaine ne tarde pas à se lasser de son épouse et à la délaisser pour des amours éphémères. Sa femme dit qu'il rêve tellement qu'il est quelquefois 3 semaines sans croire être marié. Ouais bah... En même temps, elle a 14 ans, il en a 26, peut-être qu'effectivement ils ont pas des points communs de fou. Ok, donc il est là pour... Il est
dans la société des précieuses et des libertins de l'époque. On sait pas ce qu'il a fait pendant la fronde, l'instabilité politique et les revirements continuels ont pu lui inspirer certaines femmes désabusées. Ok, mais on sait pas ce que lui pensait. Nanana, sa femme lui donne un fils, on s'en fout. Nanana. Ouais, mais il est pas du tout... il est pas du tout... Enfin, il y a aucune info sur ce qu'il pensait et ce qu'il défendait, quoi. Ça fait très... Je critique un peu tout le monde, mais il n'y a pas vraiment de valeur en avant, genre... je suis pour la séparation des pouvoirs, ou au hasard, je suis contre l'esclavagisme. Ok, oui, il écrit des trucs de fou, nanana, autour de l'académie. Dernières années et dernières fables. Et vraiment, il n'y a rien sur ses opinions politiques, c'est abusé. Putain. Peut-être qu'à travers les fables, nanana. Le premier recueil des fables, je me sers d'animaux pour instruire des hommes. Ouais, en gros, il fait juste la morale. Mais il est quand même très neutre. Putain, c'est marrant, je m'attendais pas à ça de lui. Genre, c'est quand même un gars, il passe son temps à dire regardez tous ces contes qui vont vous apprendre à vivre, mais il a aucune valeur particulière. Ok. Ah. Le fabuliste a expliqué le conteur dans les textes sont tissés en vers, la crispation religieuse de la fin du règne de Louis XIV et plus tard la pudibonderie du XIXe ont mis dans l'ombre ces contes licencieux dont le défi poétique consiste à jouer de l'implicite, pour ne pas nommer la sexualité, à dire sans dire dans un jeu de dérobade et de provocation reposant sur la complicité du lecteur. Donc en gros, la seule valeur de Jean de La Fontaine, c'était de parler de cul. C'est sans se faire arrêter et c'est quoi le terme pour dire on l'a vu genre sur le gaz juste avant et sans se faire censurer. Ok. Donc voilà, il connaît ces trucs parce que c'est qualifié. Il connaît le succès parce qu'il écrit des trucs licencieux, libertins, coquins, gris, voix à l'est érotique. Bref, la baise quoi. Là, il s'inscrit dans la... En gros, il transforme des contes grossiers en œufs plus raffinés. Donc, il parle de baise, mais de manière élevée. Ok, donc... c'est ça, c'est combats. C'est parler de cul. Bah écoute... C'est... un combat intéressant. Bon, et physiquement, La Fontaine... Ah mais il a un nez, La Fontaine, c'est quelque chose, hein. C'est un peu Cyrano de Bergerac, hein. C'est-à-dire qu'il est là, le nez, hein. C'est... Je pense qu'il aurait dû faire parfumerie, ou un truc comme ça, parfumeur. Ou genre chien de chasse. Moi je peux te dire qu'il avait du nez, hein. J'ai un peu envie de le mettre en surcoté. Non, après, il écrit vraiment de manière cool. Mais... soit en surcoté, soit on sait pas mal à la fin. Genre, ouais, il avait pas des valeurs de fou. Mais il avait pas non plus des contre-valeurs. Genre, il était pas en mode, ouais, on devrait arrêter toutes les personnes avec qui je suis pas d'accord. Mais... il était juste en mode on devrait tous pouvoir baiser les uns avec les autres. Ce qui est une valeur en soi. Pas forcément la plus centrale, mais c'est-à-dire qu'effectivement, quand en top t'as Olympe de Gouges qui s'est battu pour le droit de vote des femmes, pour l'égalité homme-femme en 1792, contre l'esclavagisme, qui vient d'une famille de pauvres, qui s'est élevée toute seule à la sueur de son front pour réussir à être là où elle était, et qui a combattu tout ça. Et ensuite, t'as Jean de La Fontaine qui arrive et qui fait franchement, est-ce qu'on devrait pas baiser un peu? Bah, il est pas dans le bas du tableau, mais c'est pas le banger absolu, quoi. C'est pas forcément lui que tu dis,
qu'il a raison. Après, peut-être qu'il avait raison, mais voilà. Racine, OMG Racine. Attends, où est-ce qu'il est Corneille? On va une fois pour toutes clore le débat Racine-Corneille. Je crois que c'est lui Corneille. C'est lui? Oh non. Olympe, Molière, Voltaire, Rabelais. C'est lui Corneille? En fait, maintenant que j'y pense, je me dis, c'est pas possible qu'il soit aussi bas Corneille. Non, lui c'est Pascal. Non, c'est vrai qu'on a fait Pascal la dernière fois. Et Pascal, quelle histoire, hein. Bon, à part le fait que toute sa vie c'était que de la religion, il était quand même à fond dans les maths, ce garçon. Hein. Corneille. Ok, donc Corneille, il est là. Le premier de c'est pas mal. Est-ce que Racine va réussir à lui passer devant? C'est ce qu'on va voir. Mais j'ai l'impression que Racine est à moins de genre citations marquantes comme Corneille, quoi. Racine, extrait, citation. Ah, déjà, il a pas écrit le Cid, donc à partir de là, ça devient plus compliqué. Putain, mais il me saoule ce site, il est trop... C'est des extraits pas assez longs. C'est vrai qu'il a écrit Fed. Alors, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transir brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang elle poursuivit, tourment inévitable. C'est vrai que, quand même, les dramaturges de cette époque, écrire en vers, ça faisait que c'était quand même quelque chose, quoi. C'est forcément, tu dis, ah, c'est bien écrit. Je l'ai trop aimé pour ne point le haïr. Qui ne veut voyager loin ménage sa monture. Putain, mais en fait, je me rends compte que tellement de choses, genre d'expressions que pour moi c'était juste des expressions françaises, en fait c'est juste des trucs d'auteur. Genre le fait que l'appétit vient en mangeant, ça soit de Rabelais, c'était un mind blow de fou. La vengeance trop faible attire un second crime. Plus l'offenseur m'échère, plus je ressens l'injure. Alors, j'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine, pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Ah ouais, quand même, c'est quelque chose. C'est... Présente, je vous fuis. Absente, je vous trouve. C'est vraiment suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Oh non. En vrai, en termes de style, c'est pas mal. Si je la haïssais, je ne la fuirais pas. Ça fait réfléchir. Ok. Bon, Racine en termes de style, j'aurais du mal à le différencier, enfin à dire que je préfère Corneille ou Racine. J'ai l'impression que c'est globalement effectivement dans la même vibe. Du coup, je dirais juste que je préfère Corneille parce que parce qu'il est plus iconique, quoi. Va, je ne te hais point. Quel banger. Alors, Jean Racine, 17ème. 17ème et il est mort en 99. Je l'ai nul aussi, il a pas vu le 18ème siècle. Alors je regarde un peu, ok, donc il y a énormément de choses, donc il va falloir aller plus vite. Alors, bon, en gros, il faut qu'on fasse gaffe parce que il y a pas mal de biographies qui n'étaient pas des biographies, mais juste des sa géographie, donc des biographies, mais qui ont pour but de dire waouh, ce mec est un génie, voilà. Donc, j'ai cru qu'il. J'ai lu Britannicus trop vite et j'ai cru que c'était Titus Andronicus. Et j'étais en mode, mais ça c'est pas lui, c'est Shakespeare, l'a-t-il traduit? Non. Tiens, c'est marrant sa cicatrice. Pourquoi un L? Il s'appelait comment? Jean. Bah, Racine, qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors c'est genre une petite tête et un nez.
le nez de La Fontaine. Ok. Alors, non. L'orphelin de Port-Royal. Ok. Donc, lui, alors, pour son origine, c'est un gros mytho, en résumé. Donc, il fait courir l'idée qu'il a une noblesse ancienne et tout. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de source. Mais il y a des gens qui disent qu'il était orphelin. Et là, il n'y a pas vraiment de source non plus. Donc c'était peut-être juste un gros bourgeois. Voilà, c'est ça. La famille de Racine, c'était des bourgeois, comme tous les gens qui écrivaient à l'époque. Donc voilà, ils vendaient du sel. Écoute, sûrement à Guérande, du coup. Là, on récolte la moitié du sel français. Ok, non. Bref, c'est un bourgeois. Non, il est né à Firté-Mélon, donc on s'en fout un peu, c'est au milieu de nulle part. Il n'a pas conservé d'attachement fort à sa ville natale. Tu m'étonnes, Firté-Mélon. Attends, tu vois ça. Firté-Mélon, est-ce que tu dis Galbanger? Non. Donc là. La raison de cette distinction de la place qu'occupe Port-Royal des Champs. Putain, mais est-ce que Port-Royal des Champs, c'est le Port-Royal qui est à Paris aujourd'hui, genre à l'époque c'était des champs et aujourd'hui c'est genre pas du tout des champs. Ok, mais en gros c'est une abbaye et c'est là où il a appris où il a été formé. Ok, donc il a été dans une école au-dessus de ses moyens sociaux, bref, ça l'a un peu élevé socialement. Ok, l'élève des petites écoles, donc voilà, il a été prof, tout le monde s'en fout. Alors, Port-Royal des Champs, collège, non, ok. La carrière et les lettres, déjà, on s'approche un peu plus de ce qui nous intéresse. Il veut faire carrière dans les lettres très jeune, conduisant en cela une tradition humaniste réservant à l'écriture, la gratuité et le désintérêt de l'osium. Donc il faut pas qu'il travaille. Parce que en fait, l'idée c'était que si tu veux faire des lettres, il faut que tu aies un travail à côté, ou que tu sois rentier, mais qu'en gros tu cherches pas à vivre de l'écriture. C'est genre, mec, c'est ta passion, pourquoi tu veux en vivre en fait? Ok. Donc il entre dans la vie mondaine une fois qu'il a fini ses études. Il commence à écrire des pièces de théâtre, des odes, tout ça. Il cherche à attirer les faveurs de Mazarin, qui était un peu le ministère de la culture de l'époque. En écrivant un sonnet. Mazarin, apparemment il a l'air d'être un peu convaincu, il l'aide. Ses premiers essais d'écriture provoquent la colère de sa famille et des anciens maîtres de Port-Royal. Tu m'étonnes, il s'était en mode putain, on a formé un gars giga intelligent et tout, et il écrit des poèmes, alors qu'il pourrait être médecin. Mais écoutez, il s'appelait Jean Racine en même temps. C'était un nom pour faire des études de lettres. Ok, donc il écrit plein de choses, il écrit des pièces de théâtre, l'échec d'une carrière ecclésiastique, comme tout le monde. Mais en fait, il faudrait faire un bingo des auteurs par siècle. Et genre, les années 15e, 16e, 17e, c'est genre une tentative d'entrer dans la vie religieuse avec un échec. Ensuite, c'est abandonne ses études, a des enfants illégitimes, doit quitter Paris pour une raison X ou Y, hérite, genre l'héritage aussi c'est un truc de fou furieux comment ils héritent tous, va en Italie, surtout à Milan, et genre revient mourir à Paris. Ils reviennent tous mourir à Paris, c'est comme les éléphants qui vont mourir dans les cimetières pour éléphants, les cimetières d'auteurs français c'est Paris quoi. Bref. Ok, donc il fait une carrière ecclésiastique, ça marche pas, comme d'habitude. Il se barre. Non, ça lui perd, enfin, la vie ecclésiastique c'est difficile. Oh là là.
Il commence à étudier la théologie, mais bon, ça le saoule. Du coup, il est en mode, oh là là, je vais juste étudier la théologie auprès de mon oncle qui... Ah oui, en plus à l'époque, il y avait tous les trucs en mode, non, mais toi t'es jansénite et moi je suis catholique. Du coup, on n'est pas potes. Ok, le jeune homme se lamente toutefois dans ses lettres de l'échec de ses affaires et de sa solitude. Tu m'étonnes. Retour à Paris. Pour mourir, pas encore. Oh merde. Retour à Paris, devenir écrivain. Déçu de ses affaires en Languedoc, donc déjà il quitte Paris, voilà, on a le bingo. Il y revient. Nanana. Quoi? Pour célébrer la convalescence du roi Louis XIV qui a atteint une rongeole, il écrit une ode en 15 jours. Putain, mais c'était vraiment un forceur. Il n'arrête pas d'écrire sur le roi en mode, oh mon dieu, le roi il est trop beau. Oh mon dieu, vous avez vu comment le roi il est trop beau. Quel suceur. Nanana, le jeune homme poète reconnu par le pouvoir compose en remerciement de sa pension un long poème. Ah ouais, il a eu une pension et tout. Ok, donc maintenant qu'on lui donne des thunes, il trouve un moyen de faire carrière, tout du moins d'augmenter un peu sa richesse plutôt que de chercher un autre emploi. Ok, il écrit des nouvelles pièces de théâtre. Les biographes ont longtemps suggéré que le poète avait bénéficié de l'aide de Molière, mais il n'y a aucune trace. Ils étaient en mode, ouais, Racine n'est pas assez bon pour écrire ça tout seul. La pièce de Racine est explicitement annoncée au programme de l'Hôtel de Bourgogne. Un événement change brutalement cette organisation. 64, Tartuffe de Molière. Et le même jour, interdite de représentation par le roi. Ah oui, c'est vrai que à l'époque, bon, tu savais pas trop. Le roi, il pouvait être en mode, tiens de l'argent, et tiens la censure. Ok, donc en fait, à la base, il devait aller dans un théâtre, mais comme la pièce de Molière a été censurée, bah, il s'est retrouvé à jouer dans le théâtre de Molière qui était plus connu. Ok. En résumé, tout ça c'est la pièce. En résumé, la pièce n'obtient qu'un succès médiocre. Tu m'étonnes. Molière ne parvient à maintenir la pièce au programme qu'en joignant à sa représentation celle de farce à succès la deuxième semaine. Molière il était en non mais c'est pas si nul, t'inquiète. C'est juste que bon, on va passer ton spectacle et après on va faire le vrai, tu vois. Ok, nanana. Donc les thébaïades, échec. On doit faire ça aussi, un échec. Parce que putain, le nombre d'échecs qui se sont tapés, notamment... comment il s'appelle là Stendhal. Ah mais Stendhal c'était vraiment... Stendhal en fait on devrait lui créer la catégorie gros loser. Parce que putain mais quelle vie de gros loser quoi. Voilà, ok, il écrit Alexandre le Grand, ok on s'en fout. Est-ce que ça marche ou pas? Alexandre le Grand fait vite l'objet d'une vive controverse parmi les théâtres parisiens au vu du succès des 4 premières représentations. Ah, du coup, là ça marche. Il décide de la représenter devant le roi et la cour. Voilà. Le fait est inédit, le système théâtral parisien donne d'ordinaire à une seule troupe, contre rétribution à l'auteur d'une part du bénéfice des représentations, l'exclusivité d'une pièce avant son impression. Ok, je comprends pas ce qui s'est passé, mais globalement, il a coiffé Molière au poteau et Molière il était pas content. Mais du coup, là. Donc c'est une trahison de Racine qui aurait joué de duplicité pour augmenter sa fortune et accroître sa notoriété. Mais apparemment c'était pas vraiment volontaire, il était juste un peu débile quoi. C'était pas lui qui avait quelque chose contre Molière. Ok, donc nanana, la querelle d'Alexandre le Grand fait que Molière et Racine ils sont plus amis. Putain, Molière quand il est pas pote avec quelqu'un, ensuite il lui écrit des trucs de fou. Ok, la querelle. Putain, mais c'est que des querelles. Oh là là, mais Racine. Ok, bon. L'homme de cour, une carrière stable, fortune et notoriété, donc il était connu. La révolution Andromaque, nanana. Comme une rupture dans l'histoire du théâtre classique. Ok. Racine emprunte une conception de la tragédie héritée de Corneille. Ah putain, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était l'inverse. Enfin, Corneille il venait
après Racine. Mais en fait, non. Ah, mais du coup, d'autant plus que Corneille, c'est un goth. Ok, donc il s'extrait du dualisme cornélien, comme on dit. Non, ok, c'est super. Mais qu'est-ce que tu pensais dans ta vie? Les plaideurs, nanana, grivoiserie, complexité, mais aucun thème vraiment intéressant, quoi. Britannicus contre Corneille. Putain, il faisait que des trucs pour se battre avec Molière, Corneille. Oh là là. Alors, analyse de l'œuvre, un écrivain de passion, ok. Ok, mais il y a rien sur ce qu'il défendait dans sa vie. Mais non. Mais comment je sais s'il est based? Ok, donc, il a des théories jansénites. Soit l'homme a reçu la grâce divine, soit il en a dépourvu, rien ne peut changer son destin. Ok. Il est condamné dès sa naissance. Ok. Dans ce cadre aristocratique, l'information est rapidement démentie, le retour du roi met les personnages devant leurs fautes et les pousse selon leur nature intérieure à se repentir ou aller jusqu'au bout de leur rébellion. J'ai l'impression qu'il était pas super based. Hein. J'ai l'impression que même c'était un gros suceur du roi et que globalement il était en mode j'aime le pouvoir et j'aime les jansénites. Quoique là il s'est brouillé avec les jansénites. Mais après il s'est rapproché d'eux. Et après, ils se réconcilient. Oh, belle histoire. Ok. Racine meurt rue Marie-Saint-Germain à Paris. Autre truc du bingo. Il est inhumé à Port-Royal. Nanana. Ok. Bon. Racine... il a même pas le bonus de vie rocambolesque. Waouh, c'est compliqué aujourd'hui. En plus, j'avais déjà sa tête. Racine. Écoute, il a des belles boucles. Mais il a qu'une putain de peinture de lui-même. Wesh, tu pouvais pas te payer un peintre là avec tout l'argent que t'avais fait en trahissant tes potes? Un peu joufflu. Très bien rasé. Non, je pense Racine, ça va aller dans... Ouais. Entre Musset et ce mec dont j'ai oublié le nom. Mais je me souviens de ce qu'il avait fait. Mais pour ma défense, j'ai oublié son nom parce que je ne le connaissais pas avant. Paul Scarron, c'est ça. Ouf. Je ne le connaissais pas avant de faire cette tier list, je l'ai découvert. Mais je me souviens de ce qu'il a fait. À savoir, globalement des trucs un peu à la Rabelais, mais avant. Il est mort à Paris lui aussi, putain, maintenant que je m'en souviens. Mais je crois qu'ils sont tous morts à Paris en fait. C'est un truc de fou furieux. Je sais plus où elle a été exécutée, Olympe, mais je crois que c'était à Paris aussi. Ok. Alors. Je vérifiais qu'il n'y avait pas d'autres peintures, mais je crois que non. Donc. Est-ce qu'on aura le temps de faire Balzac aujourd'hui? Non, je pense pas. Qui est cette personne? Faites vos paris. Moi, je pense que c'est... En fait, j'en ai aucune idée parce que, genre, tous les auteurs auxquels je pense, j'ai vu leur image ailleurs. Tristan Corbière. Mais c'est qui ce mec? Mais en fait, c'est fou parce qu'il y a des fois des auteurs où, genre, je suis en mode... Ok, genre, j'ai entendu son nom, mais je sais pas trop ce qu'il a fait et tout. Mais il y a des mecs, je n'ai jamais entendu leur blaze. J'ai l'impression, genre, vraiment. Et je me dis, mais j'ai fait des études de lettres, quoi. C'est fou. Comment j'ai pu, à ce point, passer à côté d'un nom comme ça? Tristan Corbière. Citation. Ça a l'air d'être un poète. Effectivement, c'est pas mon domaine de prédilection, mais quand même. Comment j'ai pu passer autant à côté d'un gars qui est manifestement a une page Wikipédia? Enfin, c'est quand même quelque chose. Fais de toi ton œuvre posthume. Bah écoute, toi t'es une œuvre bien posthume. L'amour est un duel bien touché, merci. Ouf.
Tristan, pour l'instant, tu me convaincs pas tellement, hein. Alors, les amours jaunes. Après la pluie, j'aime la petite pluie qui s'essuie d'un torchon de bleu troué. J'aime l'amour et la brise quand ça frise et pas quand c'est secoué. Comme un parapluie en flèche, tu te sèches au grand soleil grand ouvert. À bientôt l'ombrelle verte grande ouverte. Du printemps et d'hiver. La passion est la verse qui traverse, mais la femme n'est qu'un gain. Grain de beauté, de folie ou de pluie, grain d'orage ou de serein. Dans un clair rayon de boue, fait la roue à grand appareil, plume à queue, une cocotte qui barbote, vrai déjeuner de soleil. Ok, je vais être un peu injuste avec Tristan, hein. Mais Tristan, ça fait poésie de première aile et encore. C'est en quelle année? En plus, t'es au 19e. C'est tard. C'est, comment dire, ça vend pas du rêve, quoi. Genre, je lis ça, je suis pas en mode... Bon, après, c'est vrai que la poésie, c'est pas mon domaine de prédilection. Mais des fois, je lis des poèmes et je suis en mode, ah, c'est joli. Mais là, ça fait très... J'ai mis des mots qui se ressemblent les uns après les autres et du coup, c'est marrant. Lunatique ou simplement bête, ça se vaut bien. D'accord. On va lui donner une autre chance. Genre... Un riche en Bretagne. J'ai cru que ça allait être en latin et j'étais en mode FF, mais non, c'était juste l'intro. C'est long. C'est long et je sens que c'est nul. Pardon. Et je sens que je ne suis pas le public. C'est le bon riche, c'est un vieux pauvre en Bretagne. Oui, pouilleux de pavés sans eau pure essentielle. Lui, c'est un philosophe errant dans la campagne. Il aime son pain noir sec, pas beurré de fiel. S'il n'en a pas, bonsoir. Il connaît une crèche où la vache lui prête un peu de paille fraîche. Il s'endort rêvassant, planche à pain au milieu, et s'éveille au matin en bâillant au bon Dieu. Panem nostrum, sa fin a le goût d'espérance. Un bénédicte s'exhale de sa panse. Il sait bien que pour lui, l'œil d'en haut est ouvert, dans ce coin d'où tomba la manne du désert. Et le pain de son sac, il va de ferme en ferme, et jamais à son pas la porte ne se ferme, car sa venue est bien, il entre à la maison pour allumer sa pipe en soufflant un tison. Et s'assied quand on a quelque chose, on lui donne. Alors il se secoue et rit, tous et rognonne. Un pater en hébreu, puis son bâton en main, il reprend sa tournée en disant à demain. Le gros chien de la cour en passant le caresse. Avec ça, peut-on pas se passer de maîtresse? Et qui sait, dans les champs un beau jour, la beauté peut s'amuser à faire aussi la charité. Lui n'est pas pauvre, il est un pauvre, et s'en contente. C'est un petit rentier, moins l'ennui de la rente. Seul, il se chante, vêpre en berçant son ennui. Travailler, pour que faire? On travaille pour lui. Point ne doit déroger, il perdrait la pratique. Il doit garder intact son vieux blason mystique. Noblesse oblige. Il est sain, à chaque foyer sa niche est là, tout près du grillon familier. Bon messager boiteux, il a plus qu'une histoire à faire froid au dos quand la nuit est bien noire. N'a-t-il pas vu rôdeur, durant les clairs minuits, dans la lampe danser les cornes dont mendie? Il est simple peut-être, heureux ceux qui sont simples. À la lune, n'a-t-il jamais cueilli des simples? Il est sorcier peut-être, et sur le mauvais seuil, pourrait en s'en allant jeter le mauvais œil. Mais non, mieux vaut porter bonheur dans les familles, proposer ou chercher des maris pour les filles. Il est des noces très humble, desservant de la part du bon Dieu. Dieu doit être content, plein comme feu Noé, son pauvre est ramassé le lendemain matin au revers d'un fossé. Ah, s'il avait été senti du doux Virgile, il eût été traduit par Monsieur de Lille comme un trop fortuné s'il connut son bonheur. Merci, ça le connaît, ce marmiteux seigneur. Faudrait que je relise pour comprendre. Genre, il y a un truc à la fin que j'ai pas saisi. Mais en termes de diction pure et de poésie en soi, Tristan il m'a pas convaincu. Désolé Tristan. Ah, c'est une photographie, je croyais que c'était une peinture. En même temps, si la seule photographie qui reste de toi c'est ça, c'est que la carrière, bon, c'est... Ouais, ça va être vite fait quoi.
Ok, nom de plume d'Édouard Joachim Corbière. Proche du symbolisme, il est l'auteur d'un unique recueil poétique, Les Amours jaunes. Donc déjà, il a écrit qu'un seul truc. Et de quelques fragments en prose. Il mène une vie marginale et miséreuse, nourrie de 2 grands échecs dus à sa maladie osseuse. Oh, ça rime. Et à sa laideur presque imaginaire, qu'il se complaît à accuser, celui de sa vie sentimentale. Il aima sans retour une seule femme, et celui de sa passion pour la mer. Il rêvait de devenir marin comme son père. Ok, sa poésie porte en elle ces 2 grandes blessures qui l'amèneront à adopter un style très cynique et incisif envers lui-même, autant qu'envers la vie et le monde qui l'entoure. Ok, donc il était un peu salé contre tout. Ok, donc idée proche du décadentisme, rejette tous les courants littéraires de son époque. Son écriture poétique est caractérisée par l'abondance de ponctuation, le manque de polissage, une anti-musicalité, oui, effectivement, le tout présentant un aspect heurté et brut qui fut d'abord perçu comme une impuissance à mieux faire, avant d'être reconnu plus tard comme une destruction volontaire du vers. Vraiment, on a fait putain, mais le pauvre, il est trop nul, et après on a fait ah non, mais ok, il a fait exprès. Il publie à compte d'auteur son unique œuvre Les Amours jaunes, qui passe totalement inaperçu dans les milieux littéraires de l'époque. Et pas que de l'époque, mon ami. Et pas que de l'époque. Il faudrait attendre 10 ans pour que Paul Verlaine le révèle au grand public dans son essai Les Poètes maudits. Ok. Corbière fut aussi un illustrateur et un caricaturiste de talent. Il meurt peut-être tuberculeux, célibataire, sans enfant et sans travail, retranché dans son vieux manoir breton. Ah oui, il a fait quand même un manoir breton. Incompris de ses contemporains, et sa poésie novatrice ne sera reconnue que bien après sa mort. Mais après, il l'avait dit, hein, il faut qu'il pense son œuvre en posthume. Ah, j'aime bien cette photo. Si c'est lui, ça va lui faire gagner des points physiques. Ok, donc influence paisible. Nanana. C'est un élève médiocre sauf en français et en latin. Il a pas de potes et les élèves et les profs le détestent. Sa famille lui manque. Ok, il gagne des prix en latin. Et il devient un caricaturiste en gros au collège, mais son état de santé commence à s'aggraver. Et là on se rend compte que il a une maladie grave. Et que globalement c'est la merde. Putain, par contre il a... Non mais lui il coche aucune case. Et il était en mode non, moi le bingo c'est pas pour moi. Parce que du coup il est né à Ploujeau en Bretagne qui est devenu Morlaix. Puis il est mort à Morlaix, qui était apparemment devenu Morlaix. Et genre, il va pas à Paris, quoi. Il reste dans la Bretagne. Il est à Saint-Brieuc. Ensuite, il est à Nantes. D'ailleurs, c'est le lycée Georges Clemenceau, qui est le lycée connu de Nantes, quoi. Il va voir son oncle qui est dans la région, quoi. Bref. Ok, Roscoff en Bretagne. Là, il dit Victor Hugo, Baudelaire, Alfred Musset. Les habitants du village le surnomment l'Ancou, c'est-à-dire le spectre de la mort, en raison de sa maigreur et de son allure disloquée. Ah, bizarre, sympa l'ambiance en Bretagne. Il aime prendre la mer sur son bateau, le Négrier. Titre du plus célèbre roman de son père. Attends, quoi? C'est qui son père? Pourquoi on sait pas c'est qui son père? Corbière. Est-ce que c'est genre son père il est giga connu et du coup dans lui il est de 45? Alexandre Corbière? Non. Alexis Corbière? Non. Édouard Corbière? Mort à Morlaix? Ça a l'air d'être la vibe. Ça a l'air d'être la vibe. Édouard Corbière est un officier de marine, armateur, écrivain français, surtout connu pour avoir rédigé Le Négrier. Il est considéré comme le père du roman maritime en France. Ok.
Et je crois que lui, on l'a pas. Donc on a que son fils. Mais ok. Bon, après, il a écrit Le Négrier. C'est un peu... niveau ambiance, j'ai pas trop d'espoir pour Tristan, quoi. Il n'y a pas grand-chose pour lui, le pauvre. Ok. Donc Le Négrier, nanana. Il s'amuse un jour à se déguiser en forçat, en femme ou en mendiant. L'autre à se raser les sourcils, ou bien encore alors qu'il est en visite à Rome. Rome. On a une part du bingo. A traîné un porc en laisse déguisé en évêque lors du carnaval auquel assiste le pape. Ok, il était un petit peu foufou le Tristan. Jusqu'à ce qu'il rencontre Marcel qui devient sa muse, ok, lui a dit globalement va te faire foutre, tu ne m'intéresses pas. Ok, il s'appelle Tristan parce qu'il est triste encore. Et vraiment, il est temps. C'est un peu un prouveur ce Tristan. Le poète qui rêvait d'être marin ne put satisfaire son désir de courir les mers malgré son amour passionné pour celle-ci. Nanana. Il meurt, il n'a pas 30 ans, n'a connu qu'une vie de solitude brève et misérable, constamment atteint dans sa chair par la maladie, malheureux en amour, englué dans une passion unique et sordide. Sans doute au figuré la mère fait sa véritable épouse. Ok. Ok. Ça a l'air d'être plus un peintre qu'un auteur en vrai. Et physiquement... Bah en fait sur celle-là j'aime bien sa petite moustache. Mais il arrête pas de dire qu'il est moche, mais en vrai il est ok tiers quoi. Genre ça va, et il y a 1000 fois pire. Franchement, Tristan Corbière là, si... Non mais enlève ça. Enlève. Je sais pas comment ça marche Google, comme ça. Oui, allez. Tristan Corbière. Putain mais il y a plein de photos qui sont pas du tout de lui. C'est pas du tout. Mais je dirais quand même que genre ça va. Surtout quand il avait sa moustache. Avant sa moustache ça allait pas trop. Mais en même temps il avait quoi, genre 14 ans. Mais là cette petite photo là, pensif en regardant vers l'océan. Bon. Je l'aurais mis en surcoté s'il était coté. Mais comme il est pas coté, il va être en ouais. Parce que bon, pour être surcoté, faut être un petit peu connu. Et désolé pour ce cher Tristan Corbière. C'est pas le cas. Après, peut-être qu'en vrai, il est giga connu et c'est juste moi qui suis un culte. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est pas giga connu, quoi. C'est-à-dire que... Attends, la date de quand sa page Wikipédia. J'aime bien voir l'historique des pages Wikipédia, ça donne une idée de... à quel point les gens sont impliqués. Bon, déjà, elle a l'air d'avoir été créée en 2021. Ah non, ok. Mais ça va, ça se bat pas non plus de fou dessus, quoi. Il y a quelques ajustements, mais... Après, il est là depuis longtemps. Mais après, c'est les Bretons, c'est les gros forceurs. Ils étaient en mode... Non, mais... absolument que voilà... Ok, bon alors là c'est Balzac que je sais qu'on fera pas aujourd'hui. Parce que clairement il est déjà 11h. Mais avant, nous avons cet homme. Mais non, mais je sais qui c'est aussi. C'est Dumas ça, je reconnais. Et oui, Alexandre Dumas, bien sûr, bien sûr. Oui bon, on n'aura donc clairement pas le temps de faire Balzac aujourd'hui. Alors Dumas. Dumas. Alexandre Dumas. Citation. Non. Extrait. En même temps, je sais pas ce qui est le meilleur entre les extraits et les citations, parce que Dumas, il avait la particularité d'être payé à la ligne homo, un peu comme Balzac. Et du coup, des fois, ils étaient un peu là, ouh, on va faire des phrases bien complexes. Parce qu'on est payé plus cher.
Alors, personnellement, je pense que je préfère les Trois Mousquetaires au Comte de Monte Cristo. Mais attends, mais est-ce que c'est la photo du film? Mais non. Non, ça va. Je sais ce que les gens disent sur le film, qu'il est très très cool et tout ça, mais je n'étais pas le public. C'est-à-dire que j'avais lu le livre avant, que j'avais trouvé exceptionnel, et le film n'est pas mauvais, mais le livre est mieux, voilà. J'ai été un peu déçu parce que le livre il a quand même tout ce truc que c'est très grandiose, il se passe énormément de choses dedans, il y a plein de situations hyper complexes et tout entre les personnages. Et forcément, en fait, dans un film de, je sais plus combien il dure, peut-être 2 heures, 3 heures, bah tu t'as beau faire ce que tu peux pas mettre toute cette complexité dedans, quoi. Du coup, et en plus, autre particularité, très très personnelle pour le coup, mais moi j'aimais pas le conte, enfin, que ça soit dans le livre ou dans le film, c'est pas le perso que j'aimais le plus, c'était même un des persos que j'aimais le moins. Et en fait, dans le livre, il y a plein d'autres persos qui sont trop cool et qui sont beaucoup plus développés que là, on aperçoit à peine. Donc j'avoue que j'étais en mode, ah, le film est sympa, mais le livre est beaucoup mieux à mes yeux. Alors, est-ce qu'on a des extraits de son style? L'homme ne sera parfait que lorsqu'il saura créer et détruire comme Dieu. Il sait déjà détruire, c'est la moitié du chemin fait. Effectivement. Et créer, bon... Insensé, dit-il, le jour où j'avais résolu de me venger de ne pas m'être arraché le cœur. Ça devrait pas se lire comme ça. C'est insensé, dit-il, le jour où j'avais résolu de me venger de ne pas m'être arraché le cœur. On est toujours pressé d'être heureux, car lorsqu'on a souffert longtemps, on a grand peine à croire au bonheur. Ok. Y a pas un monologue un peu classe du conte là? Mais j'ai pas l'impression que c'est ces trucs qui sont mis en avant. Parce que je me souviens vraiment dans le livre que des fois il partait dans des grands trucs en mode je vais me venger du monde entier. Il était en mode vas-y le conte. Même si c'était pas forcément mon personnage préféré, il était là quoi. Il était Hal. Je ne tiens pas assez à la vie pour craindre la mort. Ah, ça se la pète. Tous pour un pour tous. Oh, mais c'est vrai que ça vient de là. Putain, le nombre de trucs qui viennent de là. Et on revient au bingo de... On découvre qu'une expression un peu connue... Enfin, bon, là, on découvre pas, c'est assez connu, mais genre... On se souvient qu'une expression un peu connue vient en fait d'un auteur. Je suis venu à Paris avec 4 écus dans ma poche, et je me serais battu avec quiconque m'aurait dit que je n'étais pas en état d'acheter le Louvre. Non, en vrai... L'amour est une loterie où celui qui gagne gagne la mort. Le jeune mousquetaire était en excellente disposition pour trépasser héroïquement. J'aime bien quand les auteurs ils font des trucs comme ça, genre des espèces de second degré. C'est une ambiance que j'aime particulièrement. Genre Molière il fait particulièrement ça, Voltaire aussi. Et j'avoue ça me les met un petit peu plus haut dans mon cœur. Non mais en vrai, niveau style... Ce que je peux reprocher à Dumas, ça va pas apparaître là parce que là c'est des extraits et des citations. Mais quand on lit vraiment un livre de Dumas, c'est pour ça qu'il y a des versions courtes. Genre on sent que des fois il en rajoute un peu parce qu'il est payé à la ligne et du coup il va te faire une super longue description hyper précise d'un truc et t'es en mode franchement mec, il n'y a pas besoin de ça. Et c'est pas forcément... En fait c'est très différent de Hugo qui fait un peu la même chose. Mais Hugo tu sens que c'est genre... Il est emporté dans son idée de genre artistique, de description et tout ça. Alors que... Ouais... Disons que Dumas c'est plus oui il faut que j'écrive beaucoup pour être payé beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande souvent, enfin je dis, je pense que les versions courtes des livres de Dumas on perd moins aux versions courtes des livres de Hugo. Où je pense que les livres de Hugo, les versions courtes, c'est un peu dommage parce que même si tu lis pas toutes les descriptions, genre ne lire que ne serait-ce qu'une partie, c'est quand même très important. Bref, on n'est pas Hugo, on est à Dumas. Donc, Dumas. Niveau style, on est ok. Alors maintenant, sa vie. Alors, j'ai aucune idée de sa vie, mais j'espère qu'il aura le droit au bonus de vie rocambolesque. Parce que pour l'instant, depuis qu'on a instauré la vie rocambolesque, il n'y a que... comment elle s'appelle ?
Olympe de Gouges qui a eu le droit. Alors, il a une très très longue page Wikipédia. Mais ça commence bien. Du coup, je vais juste voir. Ok, non, en vrai, elle est longue, mais pas si longue. Parce que tout ça, après, c'est ses œuvres. Putain, la moitié de sa page Wikipédia. Eh. Quand je dis qu'il était payé à la ligne, hein, ça se voit. Hein. Il a écrit le boug, hein. Il avait besoin de thunes. Hein. Alors, Alexandre Dumas, qui est d'ailleurs dans notre tier list une des seules personnes non blanches avec Senghor. Mais il a été un peu whitewashé par la postérité. Donc, alors, Alexandre Dumas, il est né à Saint-Domingue. Donc, l'équivalent de Haïti d'aujourd'hui. Il est normand et créole. Oui, et c'est ça, son père. Mais d'ailleurs, je crois que son père, si je dis pas de conneries. Non, mais je dis peut-être une connerie. Attends, est-ce que ça c'est son père de l'union de Thomas? Je me demande s'il est pas à la. Comment on appelle ça? J'allais dire la tombe de Paris. Mais non, mais au Panthéon. Je me demande s'il y a pas une histoire comme ça. Nanana. Décès, allégeance, grade. La fameuse tombe de Paris. Si je tape genre Panthéon. C'est l'occasion de l'entrée au Panthéon d'Alexandre Dumas. Ok. Donc, c'est pas lui. C'était vraiment juste son fils. Ok. Donc, nanana. Mais il naît où? Non, dans un château. Bon, il vient pas d'une famille pauvre, mais ça on le sait. Mais après, il vient pas d'une famille riche non plus, et je sais pas comment son père s'est élevé socialement, s'il était déjà noble avant d'entrer dans l'armée, ou si c'est vraiment la guerre qui l'a élevé socialement. Ok, nanana. Un marquis désagenté. Alors, le général Dumas meurt en 1806, 4 ans après la naissance d'Alexandre, d'accord. Attends, quoi? Alexandre Dumas a pour aïeul un marquis désargenté qui immigra en 1760. Donc il a quand même des origines nobles et une esclave ou affranchie noire du nom de Marie Cécile Dumas. Donc il est métis. C'est ce qu'on appelait à l'époque un mulâtre de mémoire. Ok, il fait des études. Nanana, Villers-Cotterêts. Le départ pour Paris, on y est dans le bingo. Donc, alors, dans la liste, on a. Il va à Paris. Faut qu'on fasse des paris maintenant sur. Est-ce qu'il a une œuvre qu'il a ratée? Est-ce qu'il va essayer de devenir avocat ou médecin? Je crois que lui, il va pas essayer de devenir religieux. Mais après, il y a une variante à essayer de devenir religieux et échouer. C'est essayer de devenir. D'entrer dans l'armée et échouer. Donc, il peut faire l'un des deux, quoi. Donc, nanana, il a pas de thunes, et pour échapper à la pauvreté et aux humiliations de sa mère, il va à Paris. Alors, aller à Paris pour échapper à la pauvreté, c'est pas le choix que j'ai fait, que j'aurais fait. J'ai même fait un peu l'inverse, quitter Paris pour échapper à la pauvreté, mais après, bon. Il trouve une place de clerc de notaire, découvre la comédie française, et c'est les débuts d'une nouvelle vie. Lorsqu'il fait la rencontre d'un grand acteur de l'époque. Nanana. Ok, il travaille dans les bureaux, fait venir sa mère à Paris, découvre les salons parisiens et a de multiples liaisons. Alexandre Dumas et le racisme. Il fut souvent but au sarcasme raciste de ses contemporains. Tu m'étonnes. Qui s'atterrèrent des répliques cinglantes. Vas-y, démonte-les, Alexandre. Lors d'une discussion animée à propos de la récente théorie de l'évolution de Charles Darwin qu'il défendait, un contradicteur lui dit: « En fait, cher maître, vous devez bien vous y connaître en N-word. » Nice, belle ambiance. Mais très certainement, mon père était un mulâtre, mon grand-père était un N-word, et mon grand-père et mon arrière-grand-père était un sage. Vous voyez, monsieur, ma famille commence où la vôtre finit. Putain, mais c'est vrai que c'est de lui, ça.
Mais est-ce que c'est vraiment prouvé? Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. En même temps, j'ai envie d'y croire. Ok, donc bref. Il avait les cheveux crépus. Ultérieurement, dans les années 1850, les cheveux crépus et ébouriffés de Dumas dans la photographie de Nadar seront détournés par nombre de caricaturistes comme image matrice de leur portrait à charge. Ah ouais, c'est... Mais en fait, je trouve ça fou que Alexandre Dumas... Enfin, à quel point personne parle du racisme qu'il a subi et tout ça. Je veux dire, quand on l'étudie et tout, c'est genre vraiment jamais abordé, quoi. Ok, un an après son arrivée à Paris, c'est la naissance de son fils Alexandre. Attends, mais... Alexandre? Ton fils s'appelle Alexandre? Est-ce que tu... fais un effort? L'enfant est illégitime. Ah, on l'a, l'enfant est légitime, jusqu'à ce que Dumas le reconnaisse. Mais il a été illégitime. Ok... Non, bref, il a des liaisons, c'est normal. C'est comme tous, quoi. La consécration au théâtre. Putain, j'avais oublié qu'il avait commencé au théâtre, mais pareil, comme tous ceux de l'époque, en vrai, ça aussi, ça pourrait être dans le bingo. Donc, il écrit son premier drame historique, comme toujours, Henri III et sa cour. Dans ses mémoires, Dumas explique sa manière. Je commence par combiner une fable, je tâche de la faire romanesque, tendre, dramatique, et lorsque la part du cœur et de l'imagination est trouvée, je cherche dans l'histoire un cadre où la mettre. Ok. Cependant, il connaît son infériorité devant Victor Hugo, versificateur de génie, auteur de Marion Delorme, pièce pour laquelle il professe une admiration fidèle. Ah, si je faisais de pareils vers, sachant faire une pièce comme je la sais faire. Il était respectueux de Victor Hugo, ce qui est pas mal, parce que il y a eu toute une époque où, genre, au début, Victor Hugo, on lui crachait un peu dessus et tout. Notamment, une fois qu'il a retourné sa veste et qu'il a commencé à être en mode, finalement, je suis plus royaliste. Non, mais là, je spoil Victor Hugo. On verra quand on sera à Victor Hugo. Donc ok, il a quelques succès, il connaît la notoriété en tant que dramaturge, mais dilapide ses revenus, comme tout le monde. Il écrit alors beaucoup de pièces médiocres, si bien que le public se lasse. Et oui, Alexandre. Ok, en 1832, il quitte Paris pour fuir le choléra. Il va en Suisse et en Italie du Nord. On y retourne. Et putain, ils font tous en Italie. En fait, c'est fou de se dire que vraiment pendant 5 siècles, je dirais. Enfin, en fait, peut-être même avant, mais juste nous, on l'a que du 15e au 19e, 14e au 19e. Ils vont tous en Italie, quoi. C'était vraiment le centre artistique de l'Europe. Alors qu'aujourd'hui, qui va en Italie? Pas grand monde. Ok, il est candidat à l'Académie française. Comme d'habitude, je suppose qu'on lui dit non. Autre truc du bingo, il candidate à l'Académie française et l'Académie lui dit d'aller se faire voir. Alors, les romans feuilletons. Voilà, et c'est comme ça, en fait, qu'il écrit Le Comte de Monte Cristo et Les Trois Mousquetaires, et du coup, qu'il y a tout ce truc de... Il devait écrire beaucoup, parce que comme c'était des romans feuilletons, bah il fallait publier, quoi. Un peu comme Jules Verne, qui a le même penchant en moins marqué, je trouve, mais du coup, c'est souvent... dans les romans feuilletons que tu retrouves des chapitres où genre la moitié du chapitre c'est genre une liste de trucs hyper scientifiques ou une description de trucs hyper précise et tu sens qu'il avait aucune idée de comment continuer son histoire ce jour-là et du coup il était en mode allez je trace quoi. Ok, donc la presse publie son premier feuilleton roman, Reine de Philippe VI, en 7 feuilletons. Et... ok, donc en gros, il publie des romans feuilletons, puis c'est le succès en 38 avec Capitaine Paul, roman adapté d'une pièce de théâtre qui avait été refusée. Dans le bingo encore, une de ses œuvres est refusée. Il publie ensuite avec des collaborateurs des récits des crimes célèbres. Putain, mais c'était un précurseur de toutes ces émissions là qui parlent des tueurs en série et tout. Truc de fou. Comme quoi ça a toujours été là et ça a toujours captivé les gens quoi. Ok, donc il écrit masse de trucs, notamment
publié dans des journaux, donc Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo, La Reine Margot, 20 ans après, bref, il a plein de choses à dire. Son rythme de travail est effréné. Bonjour, mauvais jour, j'écris quelque chose comme 24 000 lettres dans les 24 heures. Dumas table sur 50 lettres par ligne et il est payé à la ligne. Le fameux. Il écrit au fur et à mesure des parutions, souvent plusieurs romans en même temps, en te croisant sans s'y perdre plusieurs intrigues distinctes, changeant d'un siècle d'un roman à l'autre. En vrai, c'était un narrateur un peu de génie. Hein. Enfin, non, pas un peu de génie, c'était clairement un narrateur de génie. Ah, il fait construire son propre théâtre. Putain, j'ignorais. Boulevard du Temple. Maintenant, il y a toujours un théâtre du Temple. Enfin, il y a un théâtre du Temple. Je me demande si c'est le même. Théâtre historique. Ok, il accueille les pièces de plusieurs auteurs européens et non pas contemporains. Parce que Shakespeare, c'est pas du tout contemporain. Avant de faire faillite en 1850, c'est dans ce théâtre qu'il fait jouer pour la première fois ses pièces liées de son roman. Nanana, ok. Dumas dispose alors de très gros revenus, mais il dépense encore plus. Ah! Je voulais prévenir, mais j'étais allergique aux gros revenus. Il dépense encore plus, prodigue avec ses maîtresses et ses amis et vit à crédit, empruntant toujours, engageant ses trois d'auteurs à venir à la merci du moindre à coup. Il fait bâtir en 1846 le château de Monte-Cristo. Putain, je me demande si c'est dans celui-là qu'ils sont tournés le film. Non mais il était giga riche et il arrivait quand même à être pauvre. C'est un truc de fou. Il donne une fête et invite le tout Paris pour la crémaillère. 600 personnes pour la crémaillère, au calme. Au lendemain de son anniversaire. La révolution de 48. Ah, il y a une révolution. J'aime bien quand il y a des révolutions pendant les auteurs. Enfin, pendant la vie d'un auteur, parce qu'au moins on a sa vision sur la révolution et du coup on sait ce qu'il pensait. Genre ça l'oblige à avoir un avis, quoi. Par exemple, Molière, il était très doué pour éviter d'avoir un avis. Donc la révolution de 48 va ruiner d'une part, parce qu'elle le prive de ses rentrées habituelles, il n'y a plus de théâtre et de feuilletons pendant des mois. Et il s'arrête de travailler et se met en campagne. Se met en campagne s'il va à la guerre. Ah non, il se met en campagne politique. Il est candidat malheureux dans l'Yonne aux élections législatives. Il collabore à des journaux éphémères puis rédige seul son propre journal Le Mois. Il soutient ensuite Louis-Napoléon Bonaparte. Ok, donc à la base il était pour une restauration, pour une démocratie. Puis il soutient Louis-Napoléon Bonaparte, mais il savait peut-être pas encore que ça allait être un autre empereur. Il publie en 48 Le Collier de la Reine, ok. Et son fils publie La Dame aux Camélias. Putain, j'avais oublié que c'était son fils qui avait écrit La Dame aux Camélias. Il doit vendre ses thunes, il a des créanciers de partout, tu m'étonnes vu qu'il consomme comme un fou furieux. Exil à Bruxelles. Ah, exil, ça aussi on pourrait le mettre dans notre bingo, ils se font tous exiler à un moment ou à un autre. Menacé de banqueroute, il s'exile à Bruxelles, retour à Paris pour mourir, bien sûr, sinon c'est pas un vrai auteur. Ok, il lance son quotidien Le Mousquetaire. Ok, donc il est pas encore mort, il fait un dernier voyage en... Enfin non, il fait pas un dernier voyage en Russie, il fait un voyage en Russie. Mais en fait c'est fou, on dirait qu'il a fait toute sa publication littéraire genre en 2 ans au début de sa carrière et ensuite il a écrit des trucs mais genre que des trucs qui ont pas du tout perduré. Après peut-être que c'était parce qu'il était plus engagé politiquement et du coup forcément bah ça traverse moins les âges quoi. Donc il voyage en Rome, non pas Rome. Il voyage en Russie, puis en Italie aussi. Dernières années, il rentre en France, s'installe à Enghien-les-Bains. Donc on est pas loin de Paris. Mais il faut qu'il aille mourir à Paris. Je sais pas si mourir à Enghien ça compte. Ok, puis revient à l'automne à Paris. Il donne des conférences dans plusieurs villes françaises. Ok, il fait paraître un nouveau journal, le D'Artagnan. Quand même, le mousquetaire, le D'Artagnan, il tirait un peu sur la corde des trois mousquetaires. Ok, après un accident vasculaire qui le laisse à demi paralysé, il s'installe dans la villa de son fils à Puy, au nord-est de Dieppe. Oh non, il va pas mourir à Paris. C'est... Alexandre,
tu nous déçois tous. Mais en même temps, il a fait pas mal d'autres trucs, comme tous les autres sauteurs, donc ça va. Ok, transfert au Panthéon, ça dépouille est transféré au Panthéon le 30 novembre 2002 à l'occasion du bicentenaire de sa naissance. Le président de la République, Jacques Chirac et l'écrivain Alain Decombe prononcent alors un discours lors de la cérémonie. Putain, c'est Jacques Chirac qui le transfère. Eh ben, j'aurais pas misé pour lui. Hein. Ok. Donc, virant combolesque, en vrai, je sais pas s'il a le droit au bonus, mais par rapport à pas mal d'autres, il a quand même eu une vie un peu spéciale, quoi. Du coup, je dirais qu'il a le droit à un petit bonus de virant combolesque, mais surtout, il faut qu'on trouve à quoi il ressemblait. Physiquement, est-ce qu'il était BG, Dumas? Il a pas l'air super BG. Il a pas l'air super BG, et en plus de ça... Putain, comment il a été whitewashé sur les peintures, c'est fou. Non, là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Mais il était un petit peu bouffi, quoi. Ça mangeait bien. Putain, c'est fou comment d'une photo à l'autre, ou d'une image à l'autre, ils se ressemblent pas du tout. Genre sur celle-là, il est plutôt BG, mais sur celle-là, moyen, quoi. Genre, c'est pas sur lui que je miserais. Ok. Bon, en vrai, Dumas, ça va être... C'est bien devant rappeler. Allez. Il a pas été oufement impliqué en politique, mais en vrai, comme beaucoup. Il a pas été oufement... Mais il a été quand même impliqué, on va dire, de naissance, quoi. Parce qu'il était métis. Et quand même, c'est des bangers, ces livres. Donc, je veux dire, je vois pas... Je peux pas le mettre trop bas non plus, quoi. Et tout le monde aime Dumas. Tu lis Le Comte de Monte Cristo, tu passes un bon moment. Tu lis Les Trois Mousquetaires, tu passes un bon moment. Enfin, voilà, quoi. Alors, aujourd'hui, on a eu pas mal de gens dans cette catégorie-là. Donc, pour résumer, on en est Olympe de Gouges est toujours la gote. Et Beaumarchais est toujours en bas avec Montesquieu. C'est fou que Montesquieu soit le seul à être éclaté quand même. Je suis peut-être un peu trop gentil. Peut-être que à la fin... Est-ce que... Non, on va pas aller faire ça. Corbière, pas tout de suite. Peut-être la prochaine fois...